C'est un premier pas dans la reconstruction de l'unique pays rescapé des printemps arabes. La Tunisie a engrangé mardi plus d'1 milliard d'euros d'aide de la part de plusieurs pays lors d'une conférence internationale destinée à redynamiser l'économie du pays, englué dans la morosité 6 ans après la Révolution. Vous savez, lorsqu'on a commencé on nous a confié la gestion de cette conférence, il n'y avait que 3 projets privés. Donc on a travaillé pour qu'il y ait énormément de projets privés pour les présenter à cette conférence parce que pour nous, c'est une conférence d'investissement. En présence de plus de 2000 participants d'une cinquantaine de pays, Tunisia 2020 doit mettre sur la table en 2 jours plus de 140 projets d'investissement, publics mais aussi privés, pour un montant proche de 30 milliards d'euros. La Banque européenne d'investissement a également annoncé un renforcement des activités de la Banque de l'UE dans le pays avec des prêts d'un montant de 2,5 milliards d'euros d'ici 2020. Hormis la Palestine, qui représente un cas très particulier, la Tunisie est désormais le principal bénéficiaire de fonds européens dans le voisinage. En soirée, le Premier ministre Youssef Chahed devait signer une trentaine de conventions et contrats. Au préalable, lors de la première session thématique, le ministre de l'Investissement Fadel Abdelkefi a présenté le nouveau climat des affaires en Tunisie, évoquant notamment le code de l'investissement qui entrera en vigueur en janvier. Attendu depuis des années, le texte doit permettre une simplification des procédures administratives. C'est une décision qui devrait de nouveau affecter les relations diplomatiques entre le Rwanda et la France. Kigali a ouvert mardi soir une enquête sur le rôle de 20 responsables français dans le génocide de 1994 dans le pays. Il y a 2 ans et demi, à la veille du 20e anniversaire des commémorations du génocide, Paul Kagame, le président rwandais, accusait la France de participation au massacre qui, à partir d'avril 1994, ont fait environ 800 000 morts, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Ce que nous demandons, c'est une requête formelle qui nous permettrait d'avoir accès à ces personnes pour leur parler, les écouter et si nécessaire décider si nous devons les poursuivre ou pas. Le bureau du procureur général a précisé s'attendre à ce que ces autorités compétentes veuillent bien coopérer tout au long de cette enquête judiciaire. Au moment du génocide, la France a été accusée d'avoir utilisé ses moyens diplomatiques pour bloquer toute action. Ils ont épaulé très étroitement l'État rwandais dans ce moment pendant le génocide. Donc ils n'ont rien fait pour stopper le génocide alors qu'ils en étaient capables. Les responsables français insistent sur le fait que la responsabilité de ne pas avoir empêché le génocide doit être partagée par l'ensemble de la communauté internationale. Elle accuse le régime du président rwandais Paul Kagame de soulever cette question pour détourner l'attention à propos du non-respect des droits de l'homme au Rwanda. Les partisans du candidat à la présidence Maryse Narcisse ont marché dans les rues de la capitale haïtienne Port-au-Prince pour protester contre l'élection de Jovenel Moïse au poste de président d'Haïti. Déclaré vainqueur dès le premier tour lundi, Jovenel Moïse veut sortir la population de la pauvreté et de la fatalité de l'exil en relançant l'agriculture du pays. Son programme repose sur l'idée de relancer par l'agriculture l'économie haïtienne gangrénée par une forte inflation et une dépréciation galopante de la monnaie nationale. Crédité de plus de 55% des suffrages, Jovenel Moïse ne jouit cependant pas aujourd'hui d'une large popularité dans le pays. Seuls 21% des électeurs ont voté au premier tour de la présidentielle. Dans les quartiers les plus pauvres de la capitale, acquis au parti opposant Lavalas, des incidents ont opposé mardi la police aux sympathisants de Maryse Narcisse qui ont dénoncé un coup d'État électoral. Le premier tour de la présidentielle s'était initialement tenu en octobre 2015 et là aussi, Jovenel Moïse était sorti en tête du scrutin. Mais en raison déjà de contestations et de fraudes massives, le vote avait été annulé. Fatigué par un processus électoral entamé il y a plus d'1 an, la majorité des Haïtiens ne pensent pas qu'une élection puisse les sortir de la pauvreté extrême. Plus de 60% des habitants survivent avec moins de $2 par jour. Ruban noir sur les monuments, école fermée, la petite ville de Chapeko s'est réveillée en deuil mercredi matin au lendemain de la catastrophe aérienne qui a décimé l'équipe de football de la ville. Tout ce que Chapeko faisait dans le sport, c'est l'équipe de Chapecoense qui le faisait pour nous.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mardi, le vol LMI 2933 transportant 81 personnes, dont l'équipe brésilienne de football Chapecoense, s'est écrasé en Colombie quelques minutes avant d'atterrir à l'aéroport international de Medellín, dans le nord-ouest du pays. Une catastrophe qui a fait 111 morts ainsi que 6 survivants. Toute l'année, ce club longtemps sans grade ni moyen a régalé ses fans de Chapeco, une ville de 200 000 habitants de l'état de Santa Catarina, au sud du Brésil. Plus tôt, quelques instants avant leur départ, le club a posté sur sa page Facebook l'une des dernières images des joueurs vivants célébrant une victoire. Trois joueurs seulement ont survécu. Les autres survivants connus sont 2 membres d'équipage et un journaliste. Chapecoense était encore il y a quelques années un club obscur et désargenté à la lutte pour sa survie dans les divisions inférieures, comme il en existe des centaines au Brésil. À force de travail, persévérance et envie, David s'était transformé cette saison en Goliath.